Dans le château de Clisson, gardé par un bataillon de Corrigans venus de Brocéliande à l'appel de leur souveraine, séjournait la douce et belle duchesse de Bretagne, Anne. Par la fenêtre, Anne observait la nuit orageuse et sombre qui s'offrait à ses yeux écarlates. Elle était belle, peut-être la plus belle des Bretonnes d'alors. Elle était jeune aussi. Beaucoup jalousaient cette beauté et cette jeunesse, quand d'autres, au contraire, la convoitaient. Mais Anne n'éprouvait qu'amertume pour toute la beauté dont la nature lui avait fait don à la naissance. Elle ne rêvait que de liberté et en était contrainte à affronter les désirs nuptiaux de Charles VIII, le roi de France. Certes, ses ancêtres et surtout son père François II avaient su se battre pour préserver leur Bretagne libre et souveraine. Mais elle, en serait-elle capable ? Première femme à monter sur le trône, jamais les revendications françaises ne s'étaient faites aussi pressantes et exigeantes. À un tel point que, lasse de devoir continuellement faire face aux demandes en mariage sans cesse renouvelées avec acharnement de Charles VIII, la belle Anne, épuisée, s'en était allée se reposer un week-end dans son château de Clisson. Debout devant sa fenêtre ouverte, elle regardait le mauvais temps qui sévissait à l'extérieur, en repensant à la nouvelle qu'un messager lui avait apportée à son arrivée à Clisson. Charles VIII, ulcéré par un énième refus d'Anne de l'épouser, avait depuis plusieurs jours levé des armées qui marchaient sur Naoned. Les villes bretonnes, surprises par cette invasion inattendue, ne s'étaient pas préparées et tombaient, une à une, entre les mains des Français. Le siège de Naoned n'était plus qu'une affaire d'heures, lui avait annoncé le messager. Comprenant la fin proche de son duché, Anne avait passé l'après-midi enfermée dans sa chambre. Se remémorant avec mélancolie la Bretagne de son enfance, celle libre et paisible que les guerres avec la France ne venaient pas ruiner et détruire. Cette Bretagne-là, verdoyante et fleurie, était désormais si lointaine, alors qu'elle comprenait que bientôt elle ne pourrait retirer ses doigts à l'alliance que le roi lui tendrait devant l'archevêque de Paris. Déprimée, elle tomba à genoux près de son lit, et elle se tourna en pensée vers l'Olympe. Elle implora la sublime Vénus qu'une nuit, au moins, elle puisse connaître l'amour, avant que pour les biens des Bretons elle ne cède aux avances de Charles VIII. La réponse à sa prière ne se fit pas attendre. Vénus, la belle, prise de chagrin pour la détresse de l'infortunée Anne, réveilla alors son fils, le beau Cupidon, et lui présenta du haut du ciel la jolie Anne, pleurant sur son lit. Elle connaissait son fils, et savait qu'un tel désespoir ne pouvait que le toucher. Elle n'eut pas tort. Celui-ci vola jusqu'à la chambre de la duchesse, et se posant doucement à ses côtés, s'exclama : « Belle duchesse, que vous arrive-t-il ? » Anne se troubla en remarquant le jeune homme nu qui se tenait devant elle. Il est vrai que Cupidon n'avait pas pour habitude de se paraître de vêtements. De ses yeux rougis par les larmes, Anne reconnut sans peine le fils de Vénus, à cause de ses ailes déployées dans la chambre. D'une voix tremblante de tristesse, elle répondit alors : « Je veux pouvoir connaître au moins une fois l'amour, avant de me rendre à mon prétendant, le roi de France, » répondit-elle. Anne frémit doucement en sentant le regard du fils de Vénus se poser sur elle et la contempler de haut en bas. Les yeux de Cupidon étaient ce qui la troublait le plus. Il y avait en eux à la fois tant de bonheur et de douceur. Cupidon s'approcha d'elle, et avec un regard doux, il lui envoya une de ses flèches d'amour en plein cœur, afin que l'amour naisse en elle.
Puis il la prit dans ses bras et s'éleva dans les airs. Se sentant ainsi prise, Anne sentit des frissons la parcourir dans tout le corps. Elle se sentait à la fois troublée et émue par Cupidon. S'échappant par la fenêtre, Cupidon l'amena alors vers son coin préféré, la chapelle des Templiers. Elle aimait ce lieu plus que tous les autres. C'est en ce lieu que Cupidon déposa sur les lèvres d'Anne son premier baiser. Anne rougissait, se laissant faire. Sa gorge était nouée, et elle aurait été incapable de prononcer un mot. Sa respiration était haletante, et ses yeux restaient fixés sur ceux de Cupidon. Celui-ci se pencha à nouveau vers elle. Il porta avec passion ses lèvres sur le cou d'Anne, qui se sentit frissonner d'extase. À ce moment-là, elle eut envie de se donner complètement à lui. Elle lui rendit pour la première fois ses baisers. Au début, timidement, puis avec de plus en plus de fougue. Bientôt, Cupidon se sentit submergé par les lèvres passionnelles d'Anne qui allaient de part et d'autre de son visage, en augmentant à chaque fois en force et en intensité. Cupidon, au regard fiévreux qu'elle lui adressa alors, ressentit son désir. Hochant doucement de la tête, en signe de compréhension, il lui fit signe par la main de le suivre. Pendant 1 heure, ils marchèrent à travers champs, jusqu'au tour du lac des Vallées à Vieille-Vigne. Arrêté au bord de cette rivière, Cupidon appela alors la sirène d'Ahude, fille du roi Gradelon. Elle apparut sous les eaux avec sa longue chevelure argentée tombant sur les épaules. Elle avait des yeux d'un rouge feu flamboyant, et Anne pouvait apercevoir ses nageoires au bout de sa queue, mi-violet, mi-bleu, qui scintillaient à la lumière du clair de lune. Dahude jeta un regard enjôleur à Cupidon, alors que celui-ci lui ordonna en pensée de leur apporter une barque. Docile, elle replongea alors aussi rapidement qu'elle était apparue, mais très vite elle refit surface avec une barque faite de corail. Cupidon prit Anne par la main et l'emmena vers la barque. Dahude entraîna alors la barque le long de la rivière au gré des eaux. Ce fut là que, loin des chaos du monde, Anne et Cupidon, les yeux dans les yeux, les lèvres dans les lèvres, s'unirent de chair et d'amour. Anne se donna à corps perdu au dieu de l'amour. Elle suffoqua de plaisir lorsqu'elle sentit monter en elle les premières sensations de la jouissance. Elle se cabra de tout son corps, emportée par l'ardeur des tendresses de Cupidon et des mots doux qu'il lui murmura à l'oreille toute la nuit durant. Au matin, Anne, la duchesse, quitta son amant pour s'en retourner au-devant de Charles VIII. La barque, conduite par Dahude, la déposa près du sentier des coteaux luminés. 2 elfes des forêts l'attendaient sur un cheval. Ils lui firent signe de monter avec eux pour qu'elle rentre à Clisson. Avant de partir, elle s'exclama. « Et voilà, tout est fini. J'aurais au moins connu l'amour avant de m'en aller à mon triste sort. Mais je m'en vais, malheureuse, car je sais bien que là où je vais, tu ne seras pas. » « Tu crois ça ?» répondit Cupidon. « Crois-moi, tu auras toujours un peu de moi auprès de toi. Quant à Charles VIII, il aura peut-être ton pays, mais il n'aura pas de dynastie. Tu portes désormais notre enfant en ton ventre, et tous le croiront aîné des fils de France. Ceux qui régneront désormais sur la France seront mi-dieux, mi-bretons. Telle est la vengeance et la revanche que je t'offre, belle duchesse. » Le lendemain, la belle Anne de Bretagne quitta les terres de la vallée de Clisson pour rentrer à Naoned, désormais assiégée par Charles VIII. Là-bas, elle savait qu'elle s'unirait au roi,
car tel était le prix à payer pour mettre fin aux guerres avec la France qui, depuis des décennies, ensanglantait la Bretagne. Avant de partir, cependant, elle prit le soin d'emporter avec elle un peu de la terre de la vallée de Clisson, pour se souvenir du sol où l'amour l'avait, pour l'espace d'une nuit, marqué au fer rouge du bonheur. Quant à Cupidon, du haut de son nuage, il continua pendant des années à observer cette belle duchesse dont il était devenu fou amoureux.